Bonjour tout le monde! Nouveau chapitre, force magnétique. Donc, dans le chapitre précédent, on a vu le champ magnétique. Donc, le champ magnétique, c'est encore une autre propriété de l'espace, reliée aux charges. Et cette propriété-là, c'est de transmettre la force magnétique à d'autres particules chargées. Donc là, on a vu comment on produit un champ magnétique. Donc, avec un fil, un souligne. Donc, dès qu'il y a un déplacement de charge ou un déplacement de particules chargées crée toujours un champ magnétique autour de ces particules-là. Donc là maintenant, un coup qu'on connaît maintenant pas la force, mais le champ qui peut être produit, comment ce champ-là se traduit par une force sur un objet. Donc on va voir aujourd'hui, dans cette capsule-là, la force magnétique. Donc avant de décrire l'équation, donc c'est sûr que là, il faudrait y aller avec des expérimentations. Quels seront les facteurs qui vont influencer la force magnétique? Qu'est-ce qui fait qu'une particule aura une force plus grande, va subir une force magnétique plus grande ou plus petite? Donc, c'est sûr que ça dépend, premier facteur, du champ magnétique. Donc, si le champ magnétique est très grand, donc si l'espace a une capacité très grande de transmettre de la force, c'est sûr que la force va être grande. Donc, ça dépend de B, donc du fameux champ magnétique ici. Donc, il faudrait que ce soit proportionnel à B. Deuxième chose, comme le champ magnétique est produit par un objet chargé, donc, ça va dépendre aussi de la charge. Donc, si la charge qui interagit avec le champ est grande, la force risque d'être grande aussi. Donc, ça va dépendre de la charge. Donc, de la charge Q ici. Donc, Q, petit q. Donc, ici, on va parler des charges ponctuelles plutôt. Donc, des petits Q ici. Et aussi, ça dépend d'un troisième facteur. Il y a même un quatrième facteur qui est sous-entendu. Donc, on va le citer tantôt. Le troisième facteur, c'est un facteur de symétrie. Donc, si pour produire un champ magnétique, ça prend des particules chargées, pour subir la force magnétique, ça ne prendra pas juste une charge, ça prendra une charge qui est en mouvement. Donc, si la charge est au repos, elle ne subirait aucune force dans ce cas-là. Donc, si j'ai un champ magnétique comme ceci, j'ai une charge qui arrive comme ceci avec une certaine vitesse V, cette charge-là va subir une force magnétique. Quelle sera l'équation qui va donner la force magnétique dans notre système? Donc, la force magnétique ici, faire attention, des fois c'est marqué Fm pour force magnétique, ou des fois dans certains bouquins, c'est marqué Fb. Donc, moi je vais prendre beaucoup Fm pour force magnétique. Donc, B c'est le symbole du champ magnétique, donc les deux s'équivaut. Donc, ça serait égal à la charge. Donc, si la charge, très important, elle est en coulomb, et elle sera avec le signe. Donc, si c'est une charge égalité, donc on va tenir compte du moins à l'intérieur. Et comme c'est un vecteur, on va définir la force sous forme d'un produit vectoriel. Donc, ça sera la vitesse fois le champ magnétique. Donc, ça, ici, c'est la vitesse en mètres par seconde. Et B, c'est le champ magnétique, le champ en Tesla. Donc ici, il y a quelque chose de très, très particulier. Pour avoir une force magnétique, on se prend une vitesse fois un champ. Deux petites constatations avant d'aller vers une autre façon de trouver la force magnétique. Première chose, quand on multiplie deux vecteurs ensemble, la réponse, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire aux deux premiers vecteurs. Donc, ça veut dire que la force magnétique sera toujours quelque chose qui sera perpendiculaire à B. Et aussi, la force magnétique sera toujours perpendiculaire à V. Donc, ici, dans ce cas-là, il faudrait trouver un vecteur qui soit perpendiculaire aux deux en même temps. Et la seule possibilité, ce serait un vecteur qui sort de la page ou qui entre dans la page ici. Donc, la force magnétique, c'est surtout ça ici qui aura une conséquence importante pour le mouvement. Donc, en tout cas, on va parler du mouvement un petit peu plus tard, mais ici, la force magnétique sera toujours perpendiculaire à V. Et deuxième constatation, même si j'ai une charge, même si elle est en mouvement, et même si c'est dans un champ magnétique, la force magnétique ne sera pas toujours présente. Donc, par exemple, si je prenais ma charge et que je la mettais, qui allait dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance, donc parallèle ou antiparallèle à B, quand vous avez deux vecteurs que vous multipliez qui sont parallèles, donc II, JJ, KK, sous forme de produit vectoriel, ça donne toujours 0. Donc ici, la force magnétique peut valoir égal à 0 quand V est parallèle ou antiparallèle à B. Donc quand les deux sont parallèles ou antiparallèles,
il n'y a pas de force magnétique qui est présente sur la particule. Donc, on va voir qu'il y a une deuxième façon de calculer la force magnétique. Donc, pour la première façon, donc qui est Q, produit vectoriel de V fois B, pour réaliser cette opération-là, il faut avoir le vecteur V en composant, donc en IJK, avoir le vecteur B, et en tout cas, B en IJK, V en IJK, et on fait le produit vectoriel. Donc, premier terme qui multiplie le premier, premier qui multiplie le deuxième, et après ça, on continue à faire la règle de la distributivité. Alors, on peut faire aussi module et orientation. Donc, pour un module, ça sera relativement simple. Donc, un module, c'est toujours posé. Donc, ça veut dire qu'ici, Q sera en valeur absolue. Et quand on a un produit vectoriel, le module du produit vectoriel est donné par quoi? Est donné par le module du premier vecteur, donc le B, le module du deuxième vecteur, qui est B ici, fois le sinus de l'angle entre les deux. Qu'est-ce que sinus scalaire? Donc, si j'ai mon V comme ceci, et mon B comme ça, phi est l'angle qui sépare V et B. Donc, ici, on pourrait juste marquer ici, donc, phi, angle entre V et B. Et cet angle-là, il est toujours compris entre 0 et 180 degrés. Donc, ceci va donner votre module pour l'orientation. Donc, l'orientation, comme c'est un produit vectoriel, on a vu il y a quelques capsules plus tôt qu'il y avait moyen de trouver l'orientation avec la règle de la main droite, mais la main droite plane, donc pas la main droite courbée ici. Donc, si on fait un petit rappel de la main droite plane, le premier vecteur sera le pouce. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le pouce, vous allez toujours le placer dans le sens de la vitesse. Donc, ce sera le pouce dans le sens de la vitesse ici. Les doigts qui sont droits, donc qui sont relevés comme ceci. Donc, les doigts, ici, donc les doigts seront, c'est le vecteur B ici, donc j'ai remarqué comme ceci. Et la paume va donner votre force magnétique ici. Ah, il y a quelque chose de particulier ici. Quand on tient compte du signe, dépendant si on a un plus ou un moins, ça inverse la force. Donc, je peux avoir un V vers la droite, un B vers le haut, mais dépendant du signe de Q, je peux avoir une force dans un certain sens et une autre dans l'autre sens. Donc, ici, c'est ça qui est merveilleux avec la règle de la main droite que je vais vous montrer. Quand c'est une particule positive, on ne se concentre pas la tête, c'est un vecteur qui sort de la paume de la main. Si c'est une charge négative, c'est un vecteur qui va sortir du dos de la main. Dos de la main ici. Donc, souvent, des fois, en classe, je vais faire possiblement ça. Et vous, quand vous allez arriver à l'examen, vous allez faire ceci, la même chose. Pour plusieurs d'entre vous, donc vous allez vous marquer un plus dans une main. Et à l'endroit de la main droite, vous allez marquer le moins. Donc, avec ça, on va voir comment que ça s'applique dans ce cas-là. Donc, comme si la partie, ça a l'air comme l'équation, donc Q, VB, sin de phi, ou Q, produit vectoriel de V fois B, ça va bien. Qu'est-ce qui vous embête souvent? C'est la fameuse règle de main droite. Donc, normalement, dans les capsules, je vais faire juste la théorie. Je vais faire 2 exemples avec vous de main droite pour voir comment ça s'applique. Et en classe, je vais en faire 1 ou 2 pour valider si vous avez bien compris la main droite. Donc, je propose des situations. Donc, une situation avec une particule positive, une situation avec une particule négative. Donc, j'ai gardé mes critères ici, ou ma définition de la règle de la main droite. Donc, ici, j'ai une particule qui va vers le haut. Là, le champ magnétique est vers la droite. Quelle sera, dans chaque cas, la direction de la force magnétique qui va agir sur la particule? Donc, ici, main droite plane. Quand c'est un produit vectoriel, elle est plane. Donc, on la met comme ceci. Premier vecteur, c'est la vitesse. Donc, le pouce serait vers le haut. Mes doigts vont pointer dans le sens du champ magnétique ici. Donc, c'est-à-dire vers la droite ici. Et là, je regarde, est-ce que c'est une particule positive ou une particule négative? Donc, c'est une particule positive. Donc, mon vecteur va sortir de la paume. Donc, ma paume est de l'autre côté. Donc, ici, ça veut dire que ça s'en va vers le tableau. Donc, on aura une force magnétique ici. Force magnétique qui entre dans la page vers le tableau. Ou encore, on pourrait tout simplement le marquer comme ceci. Une force dans ce sens-là. Deuxième cas, c'est une vitesse vers la gauche et un champ magnétique qui rentre dans la page. Quelle sera l'orientation de la force magnétique ici dans ce cas-là? Donc ici, encore main plane.
le pouce dans la direction de V, donc c'est-à-dire que je mets mon pouce vers la gauche. Mes doigts relevés, oh, c'est un X, donc mes doigts entrent dans la page comme ceci. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va de l'air. Et là, comme c'est une particule négative, la force ne va pas sortir de la paume, la force va sortir du dos de la main. Donc, ça va être une force qui va être comme ceci. Donc, pour cette situation-là, donc la force magnétique sera un vecteur vers le haut. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez dire, OK, à la fin de la capsule, je vais revenir ici, je vais couper le son ou je vais faire une pause et essayer de le refaire par vous-même par la suite. Donc, à l'examen, on est capable de se débrouiller avec la main droite et on est capable de se débrouiller sans la main droite, juste en faisant des produits vectoriels aussi. Donc, maintenant, on va décrire le mouvement d'une particule dans un champ magnétique. Donc, la particule a une vitesse. Si elle a une vitesse et elle est dans un champ magnétique, elle va subir une force. Et si elle subit une force, possiblement cette force-là va changer son mouvement. Voyons de quelle façon on va changer le mouvement ici. Donc, ici, on va commencer par une approche purement qualitative. Donc, première chose, ici, j'ai décidé une situation quelconque. Donc, une vitesse vers la droite pour une particule positive et on a un champ magnétique qui est entre dans la page. Donc, première chose, avec la règle de la main droite, elle est super utile. Elle nous permet de trouver rapidement la direction de la force. Donc, ici, rappel, pouce et la vitesse, je mets mes doigts relevés, ça entre ici. Hop, là, ici, c'est une particule positive, donc c'est-à-dire que c'est la paume de la main. Donc, c'est-à-dire que la force qui va agir sur la particule sera comme ceci. Donc, la particule, elle va continuer d'avancer vers la gauche, mais à cause que la force est vers le bas, elle va courber vers le bas comme ceci. Donc, il va y avoir quelque chose comme ceci. Donc, la particule va être rendue à cet endroit-là ici. Donc, un coup rendu là, on sait que la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire. Donc, on dit que maintenant, ma vitesse, elle est comme ceci. Et si je continuais l'analyse, vitesse comme ça, comme ceci, et on se rappelle que la force magnétique est toujours perpendiculaire à V aussi en même temps. Donc ici, j'aurais dû prendre mon crayon rouge qui était tombé. Oh, la force maintenant va changer un petit peu d'orientation. Elle sera rendue comme ceci. Donc, elle va tirer maintenant vers le bas, mais aussi vers la droite. Donc, on va essayer de ramener la particule vers la droite. Donc, c'est-à-dire que si on continue, on arrive ici. La particule voudrait peut-être descendre. Et si on fait encore la même chose avec la main droite, comme ceci, ma paume pointe vers la droite ici, et j'aurais dû toujours garder force en rouge ici, force magnétique comme ceci. Et là, on voit que, donc là, vous devriez juste ramener la particule vers la droite, et si on continue le mouvement, qu'est-ce qu'on pourrait voir, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? C'est quelque chose comme ceci. La particule va se mettre à décrire un mouvement circulaire. Donc ici, il y a quelque chose de particulier, donc je vais peut-être revenir là-dessus. Je vais terminer ici tout de suite. Attention aux notes. Une force magnétique, comme la... je vais y aller avec un petit crayon. Comme la force magnétique sera toujours perpendiculaire à la vitesse, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Le vecteur vitesse n'augmentera jamais. Donc, pour qu'une vitesse augmente, il faudrait que la force soit soit parallèle ou antiparallèle à V, donc, ou au moins une partie parallèle. Donc, si j'avais une composante qui était parallèle à V, qu'est-ce qui arriverait? La vitesse pourrait augmenter en module, ou si c'est antiparallèle, diminuerait. Quand la force elle est perpendiculaire, qu'est-ce que ça change? C'est que V va rester une constante, mais le vecteur change en orientation. Donc, c'est-à-dire que l'orientation va changer. Donc, c'est qu'ici, la particule va tourner à une vitesse constante encore toujours 3 mètres par seconde, 3 mètres par seconde, 3 mètres par seconde, mais elle va se mettre à décrire un cercle. Donc, avec ça, il y a peut-être moyen de trouver une relation qui décrit le cercle qui sera décrit en fonction de B, de la vitesse. Donc, il y a différents paramètres dans ce cas-là. Donc, ici, la clé, ça reste la même chose. C'est la deuxième magnitude. Somme des forces est égale à MA ici. Donc là, on est dans un cas particulier. On est dans un mouvement circulaire. Or, dans un mouvement circulaire, on utilise rarement un système d'axe XY. On utilise toujours un système d'axe où un des axes pointe vers le centre qu'on appelle l'axe centripète UC et un axe tangent au cercle qu'on appelle Uθ.
Donc ici, comme les forces, peu importe ce qu'on est, les forces pointent toujours vers le centre. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? On aura que la somme des forces qui pointent vers le centre des forces centripètes est égale à M fois A centripète ici. La seule force qui pointe vers le centre, c'est la force magnétique, donc c'est Fm ici, est égale à M. L'accélération centripète, ça sera quoi? Ça sera, oh, que de souvenirs! C'est V carré sur A ici. La force ici, je l'ai marqué en module, donc je n'ai pas donné d'orientation, donc à cause qu'elle pointait vers le centre, je l'ai marqué plus Fm ici. Donc si on écrit son module, c'est Q en valeur absolue, V fois B fois sin de phi ici, est égal à mv carré sur r ici. Et généralement, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le rayon qui sera décrit par la particule. Donc, si on annule ici un carré, il y a v ici, et on isole r, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le rayon décrit par la particule sera égal à m, la masse de... Donc, m, c'est la masse, en kilogrammes, fois la vitesse ici. Donc, plus que la masse est grande, il y a une logique là-dedans, plus que la masse est grande, plus qu'elle a de linéarité, plus qu'elle va continuer en ligne droite, donc ça donne un grand rayon. Donc, même chose pour la vitesse. Donc, si vous avez une grande vitesse et vous voulez faire une courbe, vous risquez aussi de faire un grand rayon. Et après ça, on va amener les autres paramètres de l'autre côté. Donc, il y a Q qui apparaît ici, il y a B, et il y a sin de phi ici dans ce cas-là. Donc, ceci donnerait l'équation générale qui permet de décrire le rayon du cercle pour une particule qui est présente dans un champ magnétique. Maintenant, il reste à essayer d'extraire le juste scientifique de cette équation-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie au juste? Donc, le cas le plus souvent qu'on va aborder, c'est des cas où B et V sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on avait un B qui rentrait, on avait un V qui était vers la gauche, et même si V était comme ceci, donc si j'allais avec deux crayons, mon V comme ça, mon B rentre, donc ici, peu importe la situation, les deux sont toujours perpendiculaires. Donc, ils sont perpendiculaires, c'est-à-dire que l'angle entre les deux, c'est 90 degrés, et si c'est 90 degrés, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le rayon est égal à mv q en valeur absolue fois b. Donc souvent, vous allez voir, des fois dans certains livres, ils donnent seulement cette équation-là, ou encore des fois, ils vont rajouter ici v perpendiculaire pour penser, ah, on obtient cette équation-là uniquement quand la vitesse est perpendiculaire à b. Dans cette situation-là, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Si on regardait la particule, elle tournerait en rond, en rond, en rond, avec un rayon constant. Donc la particule fait juste décrire un rond avec une vitesse constante dans ce cas-là. Maintenant, il nous reste à analyser un dernier cas. Donc, c'est le cas général. Qu'est-ce qui arrive quand la vitesse n'est pas perpendiculaire à B? Donc, si perpendiculaire, ça fait un cercle stationnaire, c'est parfait. Si elle est parallèle, la vitesse n'est pas affectée, il n'y a pas de force, donc elle continue en ligne droite. Mais si on est dans un cas entre les deux, donc une vitesse qui fait un angle quelconque, donc ici qui fait un certain angle, si vous cherchez un crayon, un certain angle phi ici dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décomposer la vitesse comme une partie parallèle et une partie perpendiculaire au champ B. Donc c'est-à-dire qu'ici, notre vitesse V pourrait ici comme ceci, être une partie perpendiculaire à B et une partie parallèle à B. La partie perpendiculaire fait quoi? Donc, avec cette partie-là, si on a une partie perpendiculaire, la particule va décrire un cercle. Donc, ceci va nous engendrer que la particule va tourner sur elle-même. Donc, partie perpendiculaire Q fois B ici. Donc, elle va décrire un cercle. Mais la partie parallèle n'est pas affectée. Pas affectée. Comme ceci. Donc, c'est-à-dire que si la partie parallèle vaut 2 mètres par seconde, elle va continuer à 2 mètres par seconde. Et à quoi va ressembler le mouvement? Donc, ce ne sera pas ici un cercle stationnaire. C'est un cercle qui va avancer dans l'espace. Donc, ça va être une genre d'ellipse. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, une spirale qui avance dans l'espace. Pour cette spirale-là,
il y a un terme particulier qu'on appelle D, qu'on appelle le pas. Donc, le pas, c'est la distance entre deux hélices ou deux spirales consécutives. Donc, c'est distance entre deux spires. On va dire deux spires ici, deux spirales, ou deux cercles consécutifs. Donc, pour terminer ça, il nous reste quelque chose d'important. Donc, comme le module de la vitesse n'est pas affecté, c'est-à-dire qu'on est capable, normalement, de trouver le temps pour faire un tour. Donc, on va définir deux termes ici. Un terme qui s'appelle la période. Et là, je n'ai pas effacé ça parce que je veux peut-être avoir quelque chose. Donc, la période, c'est grand T. Donc, c'est le temps pour un tour. Un tour ici. Oh, j'écris super mal. Et comment trouver ce temps pour un tour? Donc, c'est avec l'équation de cinématique la plus simple. Donc, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Quelle est la vitesse qui décrit le cercle? Donc, c'est la vitesse perpendiculaire, donc la composante perpendiculaire ici. Quand on fait un tour, on fait quoi? On fait 2 pi r. Et le temps pour faire un tour, c'est grand T, la période. Donc, si on isole grand T ici, donc grand T sera égal à 2 pi r sur la composante de V qui est perpendiculaire au champ magnétique. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, des fois, on décrit le cercle avec la période, mais aussi, on peut aussi décrire le cercle en fonction de ce qu'on appelle la fréquence. Donc, qu'est-ce que la fréquence? C'est le nombre de cycles ou de rotations par unité de temps ou par seconde. Donc, ce nombre de rotations-là par seconde, souvent l'unité, ce sera des hertz. Donc, fréquence, qui est l'autre terme qu'on peut employer. La fréquence, c'est un F minuscule qu'on va utiliser. L'unité de la fréquence, c'est le hertz. Et comment on détermine la fréquence ici? Donc, la fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période. Donc, F est égal à 1 sur T ici. Donc, si on connaît la période, on est capable d'avoir la fréquence. Donc, ça veut dire que ça serait égal ici à la composante de V perpendiculaire fois divisé par 2 pi r. Donc, on a le temps pour faire un tour, on a la fréquence, donc le nombre de tours par seconde, ou en Hertz dans ce cas-là. Et là, il y a peut-être juste une petite chose ici, c'est trouver le fameux VD, trouver la fameuse distance D. Donc, ici, la distance, c'est un objet, c'est une particule qui avance à vitesse constante. Donc, on peut dire encore que la vitesse, quelle est la vitesse dans ce sens-là? Donc, la vitesse parallèle à B sera égale à la distance en deux spires. Et cette distance-là, pour faire deux spires, il s'écoule une période. Donc, quand je pars ici, je fais un tour. Le temps pour faire un tour, c'est une période. Donc, ici, on peut trouver qu'est-ce qu'on appelle le pas D, qui sera égal à la composante parallèle à B fois la période ici. Donc, ces petites équations-là, c'est des équations cinématiques de base. Donc, c'est basé, en même temps, c'est V est égal à delta X sur delta T qu'il faut développer. Donc, avec ça, ça fait le tour de la force magnétique et du mouvement engendré par cette force-là. Donc, vous allez voir que les problèmes, c'est pas tellement compliqué. Donc, peut-être le plus dur, c'est quand, mais c'est la fameuse règle de la main droite. Donc, avec ça, je vous dis yo et à la prochaine capsule!